C'est l'heure maintenant d'ouvrir les journaux du monde entier avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On va commencer par la condamnation hier à 15 ans de prison d'une des personnes accusées du meurtre de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia. Elle avait été tuée par une bombe il y a 3 ans et demi. D'après The Malta Independent, le tribunal aurait pris en compte le fait que Vincent Muscat, qui a finalement accepté de plaider coupable, avait collaboré avec la police, qui a annoncé hier également avoir arrêté 3 hommes soupçonnés d'avoir fourni la bombe qui a tué Daphne Caruana Galizia. Selon The Times of Malta, la famille de la journaliste qui enquêtait sur la corruption au plus haut niveau de l'État maltais au moment de sa mort a réagi à cette condamnation en disant espérer qu'elle ouvrirait la voie à une justice totale pour Daphne Caruana Galizia, c'est-à-dire au procès de ceux qu'elle soupçonne d'être les vrais commanditaires. Inculpé samedi de complicité, l'homme d'affaires Jürgen Fenech met en cause, lui, plusieurs responsables du gouvernement de l'époque, et notamment Keith Schembri. Il a été l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre Joseph Muscat, qui a démissionné l'année dernière. À noter également ce matin, à travers la presse dans le monde, ces révélations du Guardian qui donne un chiffre assez impressionnant. Il affirme que plus de 6500 travailleurs immigrés sont morts au Qatar depuis l'attribution du mondial de foot à l'Émirat il y a 10 ans maintenant. D'après le quotidien britannique qui dit avoir compilé des informations gouvernementales indiennes, bangladaises, pakistanaises, sri-lankaises et népalaises, ces données montrent effectivement qu'en moyenne, 12 travailleurs venus de ces pays ont perdu la vie chaque semaine à cause de la chaleur, de chute ou d'insuffisance cardiaque. 12 travailleurs morts chaque semaine depuis donc que le Qatar a décroché l'organisation du mondial 2022 en décembre 2010. Un chiffre effarant dont The Guardian, Damien, estime pourtant qu'il est encore en deçà de la réalité, puisque le journal dit ne pas avoir eu accès aux données des Philippines et du Kenya, qui envoient aussi d'importants contingents de travailleurs vers l'Émirat. Un chiffre que le journal attribue au programme de construction sans précédent au Qatar, qui a fait construire en 10 ans 7 nouveaux stades et lancé des douzaines de projets gigantesques, incluant un nouvel aéroport, des routes, des systèmes de transport public, des hôtels et même une ville nouvelle pour accueillir la finale de ce mondial. Au moins 6500 morts pour ce spectacle et ces révélations, elles soulèvent une vague d'indignation. En France, SoFoot relayait hier les révélations du Guardian en annonçant, je cite, que le mondial 2022 se jouera sur un cimetière. Le magazine fustigeant à la fois le gouvernement qatari qui a déclaré assez étrangement, je cite, que le taux de mortalité au sein de ces communautés se situe dans la fourchette prévue pour la taille et la démographie de la population. Et il condamne aussi la FIFA qui a tenté de se défendre en évoquant les mesures de santé et de sécurité très strictes mises en place, selon elle, sur les chantiers. Bref, circuler, il n'y a rien à voir, commente SoFoot. Lorsque les matchs débuteront en novembre 2022 au Qatar, certains célébreront l'événement populaire le plus important de la planète. D'autres ressentiront du chagrin face à la mort des ouvriers qui ont péri dans ces chantiers. D'autres ressentiront de la colère et demanderont justice pour ces victimes venues pour la plupart de pays pauvres d'Asie dans l'espoir d'assurer la survie de leurs familles, écrit ce matin le journal Pan-Arabe de Londres à l'arabe. Le Qatar, dont la chaîne Al Jazeera, a annoncé hier son intention de lancer une plateforme numérique aux États-Unis, plateforme à destination des conservateurs. Selon Middle East Eye, cette plateforme appelée Rightly, qui signifie à la fois de droite et correctement, sera dirigée par un ancien journaliste de la chaîne de télé américaine ultra-conservatrice Fox News. Le site fait état des doutes exprimés au sein même du groupe Al Jazeera sur le bien fondé de l'entreprise, dont un reporter du groupe dit redouter qu'elle puisse amplifier, je le cite, les points de vue racistes et toxiques aux États-Unis et saper les efforts d'Al Jazeera de se présenter comme un média non partisan. En France, maintenant, les accusations d'abus sexuels se sont multipliées ces dernières semaines contre plusieurs personnalités de la culture et des médias. Alors que les médias français ont révélé hier que l'acteur Gérard Depardieu a été mis en examen en décembre dernier pour viol et agression sexuelle, la presse allemande, citée par Courrier International, note que les gros titres sur l'inceste, la pédocriminalité et les viols dominent le quotidien des Français, qu'il ne se passe pas un jour sans une nouvelle plainte, un nouveau scandale, de nouvelles indignations. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui cite les accusations visant aussi l'artiste plasticien Claude Lévesque, l'acteur Richard Berry ou encore l'ancien présentateur télé Patrick Poivre d'Arvor. Eh bien, selon le quotidien allemand, quelque chose aurait changé en France depuis Dominique Strauss-Kahn, l'ex-futur candidat à la présidentielle de 2012, mais aussi depuis le mouvement MeToo qui est apparu en 2017. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Parce qu'en France, on le sait, on aime débattre
de tout et par-dessus tout débattre, je vous propose de jeter un cil au Figaro qui fait état, Damien, du regain de la polémique sur l'écriture inclusive, dont les défenseurs affirment, on le sait, qu'elle est un moyen de lutter contre la discrimination, la domination masculine sur l'orthographe. J'en perds mon latin. Un avis que ne partagent pas une soixantaine de députés de La République En Marche et des Républicains qui ont déposé hier une proposition de loi pour faire interdire l'écriture inclusive des documents administratifs. Une initiative que le Figaro applaudit dès demain. L'écriture inclusive, je cite, est une étrange technique qu'on dirait sortie de l'esprit enfumé d'un étudiant en codage informatique tombé amoureux d'une grammaire. Elle n'est ni gracieuse ni pratique et offense la musicalité de la langue de Ronsard et Musset. Le journal juge que cette écriture ressemblerait à un canular de Boris Vian et de ses pataphysiciens si elle n'était redoutable pour ses effets dans l'enseignement de l'orthographe. Le journal recommande donc plutôt de faire confiance à l'usage qui aurait pour avantage de faire évoluer la langue française avec douceur, sans bousculer, je cite, cette belle vieille dame à qui nous devons tant. L'âge, on le sait, est une notion relative néanmoins. La France et ses polémiques. Merci beaucoup, Hélène Frade.